Eden Télévision, Diaspora FM, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur un autre numéro de notre émission, l'entretien du dimanche. Dimanche dernier, nous étions au siège du Parti Les Démocrates. Aujourd'hui, nous sommes bien évidemment au siège d'un autre parti politique, FCBE. Chaque parti, dans de pareilles circonstances, a une position claire sur l'actualité nationale. Avec les responsables de FCBE, ou plutôt les responsables que nous recevons, nous allons aborder quelques points de l'actualité nationale. Si le temps nous le permet, nous ferons peut-être une incursion à l'international, mais tout dépendra vraiment de l'allure de notre entretien que nous avons aujourd'hui avec Soumanou El Farouk. Il est le deuxième adjoint au secrétaire exécutif national du parti FCBE. Monsieur Soumanou, bonjour. Bonjour donc. C'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau de l'entretien. Le plaisir est partagé. Alors, nous allons d'abord commencer par clarifier votre position sur l'échiquier politique nationale, si vous le permettez. On dirait que les FCBE ne sont pas un parti mal aimé, rejeté par la mouvance, rejeté par l'opposition. Quelle est votre position claire sur l'échiquier politique national? Il n'y a pas de confusion possible sur la position du parti FCBE. Le parti FCBE est un parti de l'opposition. Vous avez fait une déclaration d'opposition? On a fait une déclaration. Nous sommes l'un des premiers partis à faire la déclaration d'appartenance à l'opposition et à enregistrer cette déclaration aussi bien au ministère de l'Intérieur qu'au journal officiel. Je crois qu'aujourd'hui, la tendance que vous constatez, qui consiste à rejeter FCBE à gauche ou à droite, s'explique par le fait que les gens ont peur. Peur de quoi? Peur de qui? De ce parti-là. Ah bon? Oui, parce qu'ils savent que c'est un parti indispensable, incontournable sur l'échiquier politique national. Vous savez, pour ceux qui disent qu'on n'est pas de l'opposition de la mouvance, quand vous prenez même l'opposition... Ils n'ont pas dit ça seulement, hein? Ils ont posé des actes, clairement. La dernière fois, vous avez été carrément exclu d'une rencontre entre partis de l'opposition. Oui, parce que justement, les gens ont peur que nous prenions le dessus sur eux au niveau de l'actualité politique nationale. Et je disais tout à l'heure que la France, que nous copions souvent, vous savez, il y a l'extrême gauche, vous avez Jean-Luc Mélenchon d'un côté, vous avez Marine Le Pen de l'autre, qui est l'extrême droite. Il y a des courants au niveau de l'opposition. Nous avions pris l'option de faire une opposition modérée, une opposition responsable. C'est-à-dire une opposition qui n'est pas une opposition va-t-en-guerre. Une opposition qui ne prend pas pour arme les injures. Une opposition qui ne soulève pas les populations, qui ne mobilise pas les populations dans les grands marchés publics pour former des coups de poing. Nous avons voulu être une opposition responsable qui discute avec ceux qui sont au pouvoir pour apporter des contre-propositions. Parce que nous-mêmes, nous avions géré le pouvoir pendant 10 ans et nous estimons que si nous avions perdu les élections en 2016, c'était de notre faute et que le peuple ayant choisi un autre régime en place, nous devons les laisser, n'est-ce pas, exécuter, n'est-ce pas, leur mandat et échanger avec eux lorsque c'est nécessaire, taper quand il faut taper et faire des propositions quand il le faut. Certains acteurs politiques pensent clairement que l'opposition, c'est l'opposition. Vous ne pouvez pas être une opposition constructive. Vous ne verrez jamais dans un pays une opposition qui fait de l'unanimité, où tout le monde est unanime, où tout le monde marche sur la même ligne. Ce n'est pas possible. Je vais vous donner l'exemple de la France. Oui, d'accord. Donc, c'est un peu ça ici chez nous. Mais nous ne voulons pas faire de la violence. Un opposant béninois a dit clairement que l'opposition, c'est l'opposition. Pour l'opposition, rien de ce qui se fait de l'autre côté ne peut être normal. Oui, mais c'est ce qui est dommage. L'opposition, ce n'est pas l'animosité. Quand vous êtes opposé à un régime, vous n'êtes pas des ennemis. Parce que ceux qui sont opposants aujourd'hui peuvent demander mouvancier demain. Et ceux qui sont mouvanciers aujourd'hui sont censés devenir demain des opposants. Donc, être opposition, c'est faire des contre-propositions par rapport à ce que ceux qui sont au pouvoir font. Donc, pour nous, l'opposition, ce n'est pas de la sauvagerie. Nous avions opté, et je pense que c'est parce que nous avions opté pour ce statut d'opposition modérée qui fait croire à ceux qui se disent, se réclament de l'opposition radicale, de la résistance, un thème que j'ai du mal à situer en sciences politiques, et pensent que nous sommes un peu plus proches de la mouvance. Est-ce qu'ils n'ont pas raison finalement? En quoi ils ont raison? Vous avez le premier point parti qui a eu des maires, des conseillers au niveau communal, et dont on a arraché avec violence et rage tous les conseillers, dont on a débouché tous les maires. Vous pensez que ce parti-là, si nous étions vraiment en connivant avec la mouvance, on aurait subi ce sort? Il y a d'autres choses qui se passent au niveau des responsables de ce parti-là, des persécutions de l'administration. Ah bon, vous aussi vous êtes persécuté? Ah oui, je ne dirais pas plus pour le moment. Ah ouais? Je garde les informations un peu plus tard. Mais pourquoi vous pour ne pouvez pas dire pour le moment, je vous dis, il y a des persécutions. Ah ouais? Je ne dirai pas plus. En son temps, l'heure n'est pas encore venue, n'est-ce pas, de donner ces informations-là à la place publique. Et on a besoin, nous avons notre stratégie, nous avançons, n'est-ce pas, à pas de caméléon, nous observons. Mais je dis ce que nous subissons en tant que parti aujourd'hui,
montre clairement que nous ne sommes pas de la mouvance comme certains l'estiment. Parce que vous pensez que si nous étions de la mouvance, on serait là sans avoir les moyens qu'il faut et qu'on aurait 0 député à l'Assemblée ou dans les législatives. Vous avez vu qu'à l'issue de ces élections, ce qui nous a manqué, c'est des moyens financiers. Vous avez vu les comptes de campagne que les différents partis ont envoyé à la Cour suprême. Vous avez vu ce que le parti FCV a pu mobiliser comme ressources. Et il faut dire que pour mobiliser ces ressources, ça n'a pas été facile. Nous avions même dû faire des prêts à gauche et à droite pour défendre, n'est-ce pas, notre projet politique. Malheureusement, nous n'avons pas été suivis par le peuple. C'est bien dommage. Mais vous avez bénéficié du financement public. Le financement public, c'est combien? Les forces pour un béné émergent ont bénéficié du financement public. Vous savez combien nous recevons? Oui, mais vous avez pris moins, d'autres partis n'ont pas pris. Mais vous savez combien nous recevons? Combien vous recevez? Mais allez demander à la Sénat. Non, dites-nous. Mais c'est public. Les spectateurs nous regardent. Mais dites-nous. Le parti FCV reçoit à peine 250 millions par an. C'est quand même quelque chose. Pour aller aux élections. Des partis qui n'ont rien du tout. Pour aller aux élections. Et je vous dis que ces fonds publics-là ne servent pas à tout faire. La Sénat a mis un cadrage en place. Il y a des dépenses qu'on ne peut pas faire avec les fonds publics. Et vous pensez que 250 millions peut aller à une élection législative quand il faut payer, quand la loi exige que chaque parti ait des sièges dans tous les départements, qu'il faut donc louer des bâtiments, payer, n'est-ce pas, le loyer de ces bâtiments. Le personnel qui est en permanence dans ces différents sièges, il faut les entretenir. Il y a l'animation de la vie politique. Quand vous venez dans un siège, vous avez l'électricité, vous avez l'eau, il y a tellement de dépenses. Vous pensez que dans ce pays-là, 250 millions, c'est beaucoup pour une élection législative? Quand vous dites ça, qu'est-ce que Moël Bénin va dire? Qu'est-ce que MPL va dire? Qu'est-ce que RN va dire? Puisque eux, ils n'ont même pas de financement public. Oui, mais vous avez vu que vous en avez. Justement, ces partis dont vous parlez, quand ils ont présenté, ils sont allés aux élections, eux-mêmes ont présenté leur compte pour les élections. Ils n'ont pas dépensé plus que les FCBE. Ils étaient encore derrière. Eux aussi, ils ont moins de moyens. Donc, cela veut dire que si nous avions pu faire mieux qu'eux, justement, c'est parce que nous avons eu cette chance-là d'avoir un peu le financement public. Voilà, c'est une chance. Donc, c'est une chance d'avoir le financement public. Et nous sommes de ceux qui pensent d'ailleurs qu'il faut faire en sorte que ce financement public-là atteigne tous les partis politiques. Et qu'on trouve la formule, que la cagnotte soit revue à la hausse. Parce qu'à l'étape actuelle, il n'y a que l'exécutif qui détermine le montant de la cagnotte. Notre souhait, c'est de faire en sorte que les autres partis politiques aussi puissent avoir la chance de bénéficier de ce financement public pour qu'il y ait une certaine égalité au niveau de la compétition électorale. Vous avez clarifié votre position stratégique sur le chiquier politique national, mais je ne vais pas refermer cette parenthèse sans parler du président Boni Yayi qui vous en veut toujours de lui avoir volé son parti politique. Les démocrates sont vent debout contre vous. Pourquoi vous avez volé le parti de Yayi? Je ne suis pas sûr que le président Boni Yayi puisse parler de vol de parti. Je veux l'entendre dire ça. Vous l'avez chassé de son parti. Personne n'a chassé, vous avez suivi. Justement, c'est ça. Ouais, le degré d'intoxication. Qui est intoxiqué? Qui est une arme utilisée par certains qui, coûte que coûte, veulent détruire le parti FCB. Or, ce que le parti FCB a fait là, c'est ça qui devait faire école. Qu'est-ce que vous avez fait? Ce que nous avions fait, c'est que nous avions estimé que lorsqu'on a géré le pouvoir pendant 10 ans et qu'on a perdu les élections, votre place, c'est l'opposition. Et nous avions voulu également éviter que FCB, qui était une alliance qui a soutenu le président Boni Yayi pendant 10 ans, disparaisse comme l'UBF, comme la Renaissance du Bénin et autres. Et nous sommes fiers d'avoir relevé ce défi. Nous ne sommes pas de ceux-là qui pensent que lorsque vous soutenez un régime et que le régime perd le pouvoir, il faut sauter les 2 pieds joints pour rejoindre la mouvance. Et ça, nous sommes fiers de l'avoir fait. Par rapport au président Boni Yayi, quand nous avions pu le récépissé au niveau du ministère de l'Intérieur, le président Yayi Boni, effectivement, était hors du territoire. Il est allé se faire soigner après avoir passé 52 mauvais jours à son domicile que nous avions condamné. Et à son retour, il nous a rencontrés. Jamais le président Boni Yayi n'a condamné le fait que nous avons pu le récépissé jusqu'à ce jour. Jamais. Mais vous avez modifié les textes. Nous avons modifié les textes. Oui, et nous sommes allés... la modification des textes, justement, M. Souban-Noël Farouk, le président Boni Yayi s'est retrouvé comme n'ayant plus aucun pouvoir au sein de son parti. Il ne faut pas voir ça de cette façon. C'est-à-dire que les modifications que nous avons eu fait à l'époque, c'est que le président Boni Yayi, effectivement, était hors du territoire. Et il fallait déposer des dossiers au niveau du ministère de l'Intérieur et coordonner un certain nombre de choses. La position ou les attributions du président Boni Yayi en tant que président d'honneur à l'époque faisait que si on maintenait les choses en l'état, il va falloir qu'au moment de l'enregistrement, au moment des formalités, il soit présent. Alors, ne sachant pas, en réalité, le nombre de jours qu'il avait à faire à l'extérieur, nous avions fait un certain nombre de modifications avec l'intention, après avoir obtenu le récépissé, de remettre les choses en place.
Et le président Bouliaï était d'accord avec nous, puisque nous avons fait plusieurs réunions. On a signé même un PV qui est disponible. Donc il était au courant. Il nous a félicité. Quand il est venu, il a voulu savoir, nous sommes allés lui exposer les motifs et pourquoi nous l'avions fait. Et il nous a félicité. Et nous sommes lancés même dans le processus de confession des listes pour les communales. C'est ensemble que nous l'avions fait. Mais nous avions été surpris que certains camarades, qui ont des raisons qui leur sont propres, ont dû mettre beaucoup de choses en tête au président Boni-Yahi. Et, à notre grande surprise, nous avons reçu un beau matin une sommation d'huissier par laquelle le président Boni-Yahi a annoncé sa démission, en nous donnant comme injonction aussi, au cours des communales, de ne pas utiliser son image pour battre campagne au niveau des communales. Donc, nous n'avons pas chassé le président Boni-Yahi. Il est parti de lui-même. Il a décidé lui-même de se retirer parce qu'il a estimé peut-être que, bon, il n'était pas d'accord avec un certain nombre de choses. Vous avez l'occasion de lui tendre le micro. Maintenant qu'il est président d'un parti, il pourra vous dire exactement ce qu'il nous reproche. Mais nous sommes choqués parce que nous sommes battus pendant 10 ans. On nous a appelés les fous du roi. Ouais. On a fait énormément de choses. Et que pour une histoire, n'est-ce pas, de récépissé, le président Boni-Yahi ne nous fasse pas confiance, nous avons été choqués. Nous avons été vraiment choqués. C'est dommage. J'espère que ce n'est pas la fin. Vous gardez quand même de bons rapports avec lui. Nous n'avions pas de problème avec le président Boni-Yahi. C'est lui qui a des problèmes. Et ce n'est pas parce que on fait une déclaration en politique ou bien on critique la position de l'homme politique que les relations sont interrompues. Vous avez vu que le porte-parole de ce parti que dirige Boni-Yahi appartenait à un parti dont le président a insulté publiquement le président Boni-Yahi en l'insultant même, en disant qu'il allait même mettre sur la place les conditions dans lesquelles il était né. Ouais. Le secrétaire à la communication de ce parti actuel, son président d'alors, avait soulevé les populations parce que la police voulait l'interpeller. Ils ont brûlé les pneus, ils ont détruit les édifices publics. Pourtant, aujourd'hui, il est le secrétaire à la communication de ce parti. Donc, en politique, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Mais en politique, quand vous recevez un coup, vous devez en donner. D'accord. Et vous allez constater que depuis cette histoire de récépissé, jamais, aucun responsable n'a fait de déclaration contre le président Boni-Yahi, sauf le jour où il a déclaré au cours d'une audience que le parti n'était pas de l'opposition. On était obligé de réagir pour nous défendre. Et je crois que c'est normal. Mais ça ne veut pas dire que c'est une rupture et que plus jamais, il n'est pas possible de travailler. Nous sommes ouverts et à tout moment, si nous avons des propositions, nous allons aviser. D'accord, voilà, c'est très clair maintenant, chers amis téléspectateurs de EDN Télévision, auditeurs de Diaspora FM. Alors, nous allons parler maintenant de votre dernière rencontre avec le président Patrice Talon. Vous faites partie des partis politiques consultés, on peut le dire comme ça, par le président récemment, avant l'introduction à l'Assemblée nationale de la proposition de modification du code électoral et même de la Constitution. Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec le président Patrice Talon? Est-ce qu'on peut savoir vraiment? D'abord, je ne dirais pas que c'est une consultation. C'est nous qui avons fait la demande. Ah, c'est vous qui avez demandé? Parce que nous avions toujours demandé, nous n'avons jamais été reçus. Le président, le premier de notre parti a été chef de file de l'opposition. Il a cherché par tous les moyens, on n'a jamais été reçus. D'autres éléments qui vous permettent de savoir qu'on n'est pas de la mouvance. Nous avons cherché cette audience. À un moment donné, nous avions vu que le chef de l'État a reçu les partis qui avaient des députés à l'Assemblée. Exactement. Mais n'a pas jugé nécessaire de recevoir les responsables du parti FCBE. Et nous avions estimé que s'il y a un parti en dehors de ces trois-là, qui a, disons, mis en œuvre, qui a été obligé, qui a mis en application les lois sur le code électoral et sur le système partisan, c'est FCBE, parce que FCBE a pris part aussi bien au communal, à la présidentielle qu'au législative. Et donc, on ne peut pas parler de ce dossier-là sans nous écouter. Et nous avions décidé au niveau du bureau politique d'introduire une nouvelle requête. Et comme par chance et comme par hasard, on a eu une réponse favorable. Vous pensez que c'est par hasard ou par chance vraiment? Est-ce que le contexte ne s'y prêtait pas? Je ne sais pas. Il faut demander au président Talon pourquoi, et finalement, c'est maintenant qu'il a accepté de nous recevoir. Nous, on ne peut pas le savoir. Nous sommes allés, nous lui avions fait part, au cours de cette audience-là, nous avions contesté le fait que nous soyons mis à l'écart, alors que nous sommes un acteur majeur, n'est-ce pas, au niveau du processus électoral. Et nous lui avions fait part de nos observations, de ce que nous pensons, les propositions que nous avions retenues au niveau du bureau politique pour que, n'est-ce pas, un certain nombre de dispositions de ce code-là soient corrigées. Et nous avions sollicité de sa part qu'il intervienne au niveau du président de l'Assemblée pour que le président de l'Assemblée fasse une large concertation, n'est-ce pas, des partis politiques en dehors de ceux qui sont à l'Assemblée, afin que vraiment la correction du code électoral soit, n'est-ce pas, une correction consensuelle.
Et voilà, donc c'est ce que nous sommes allés dire au président. Il nous a écoutés et il a promis. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Vous lui avez dit ça, mais qu'est-ce que lui, il vous a dit en retour? Oui, en retour, il nous a promis qu'il ferait le nécessaire auprès du président de l'Assemblée pour que celui-ci puisse nous associer voir dans quelle mesure associer le parti FCBE dans les démarches qui vont conduire, n'est-ce pas, à la correction du code électoral. Malheureusement, jusqu'à ce jour, nous constatons déjà que des propositions sont faites de part et d'autre et que juste là, on continue d'ignorer le parti FCBE et je trouve que c'est dommage et c'est triste pour la République. Est-ce que le président Talon vous a demandé, vous allez regarder droit dans votre caméra pour nous répondre, parce que la dernière fois que nous faisions une émission avec le député Guy Mitokwe, il a dit clairement que un des partis reçus par le chef de l'État leur aurait fait la confidence, que le président aurait demandé qu'on fasse l'essentiel pour que les démocrates soient exclus de la présidentielle ou des élections générales de 2026. Est-ce que c'est vous qui avez fait cette confidence-là? Ben moi, je pense que c'est ridicule. Nous n'avions jamais parlé au cours de cette audience-là d'un autre parti que le nôtre. Hein. Okay. Nous n'avons pas évoqué cette question. Quel est l'avantage que nous avions, ou bien en quoi ça nous profite qu'on exclue un parti? Ça ne profite en rien du tout. Au contraire, l'existence du parti Les Démocrates, ça fait du bien. Ça permet, n'est-ce pas, que l'actualité politique nationale, que les compétitions soient rudes. Nous, on a été un peu surpris par les résultats qui sont les nôtres au délai législatif et nous nous préparons pour relever le défi. Donc, nous n'avions jamais, et ça aurait pu nous amener, n'est-ce pas, à interpeller, l'intéresser sur ça. Parce que, mais il n'a pas appelé votre nom. Non, mais quand il dit que... vous l'avez dit tout à l'heure, vous aussi. Oui, le seul parti que le président a reçu, c'était bien la FCBE. Non, pas du tout. Il y a eu les autres partis. Il y a eu UBR, il y a eu UP, tout ça. Non, il a bien parlé de l'opposition que le président vient de recevoir. En dehors de l'LD, le parti de l'opposition que le président a reçu, c'est la FCBE. Et quand il dit que c'est un membre de la délégation qui leur a rapporté cela, moi, j'étais de la délégation qui était au palais. On n'a jamais parlé de ça. En plus, de façon générale, moi, je voulais demander à mon ami Guy Mitokwe, c'est mon jeune frère, d'être pondéré. Parce que je l'ai entendu dire au cours de cette émission également que les députés du bloc républicain ou de la mouvance leur auraient dit que le président aurait piqué une colère et a dit qu'il allait les exclure. Il y a des informations, même quand on les a, il ne faut pas les mettre sur la place publique. Parce que demain, ceux-là qui vous donnent les informations n'auront plus le courage de venir vous le donner. C'est peut-être une façon pour... Non, c'est une mauvaise façon. Une façon d'alerter. Et nous avions travaillé avec le président Boni Yayi pendant 10 ans. Oui. Lui, il vient de faire à peine 2 ans. 2 ans de quoi? Nous avions de collaboration. Il est venu tout récemment dans le parti des démocrates autour du président Boni Yayi. Oui, d'accord. Il devait venir vers nous pour avoir quelques notions, quelques leçons pour mieux, n'est-ce pas, gérer la communication. Mais quel est le rapport entre Boni Yayi, Guy Mitokwe, FCBE, les démocrates? Vous voulez dire que... les démocrates, c'est quoi? Les démocrates, c'est des anciens FCBE, plus certains qui ont soutenu le président Talon et qui ont été vite déçus. Le parti de M. Guy Mitokwe a fait campagne pour qui? Si aujourd'hui, ils peuvent aujourd'hui dire que le président Talon a mal fait, mais c'est ceux qui ont vu le président Talon d'abord qui doivent se reprocher quelque chose. Nous avions proposé la candidature de Zissou, même si cette candidature-là n'a pas fait de l'unanimité à l'époque au niveau des FCBE. Mais nous, c'est pour ça que nous sommes restés dans l'opposition. Mais eux, c'est eux qui ont soutenu bec et ongle, qui ont crié sur tous les toits, qui ont soutenu le président Talon et qui est là aujourd'hui. Et qui aujourd'hui, pour des raisons qui leur sont personnelles, ou bien pour des raisons d'intérêt, ont retourné leur veste. À FCBE, vous allez constater que nous sommes constants dans notre position. On n'a pas retourné nos vestes, nous sommes restés et nous assumons. Nous avons vu des vidéos virales qui circulent sur le bilan de Yayi Boni de 2016 à 2016. J'ai dit oui, nous l'assumons. Tout ce qui a été fait, tout ce que nous avons soutenu sous le président Boni Yayi de 2006 à 2016, nous l'assumons. Avec la tête haute et droit dans nos bottes. Nous ne réduisons. Mais à partir de 2016, nous sommes ceux-là même qui avaient encore accompagné le président Boni Yayi dans la transformation de l'Alliance en parti, pendant que certains ont sauté pieds joints. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a au moins 7 ministres de Boni Yayi qui sont actuellement ministres en fonction. Nous, on n'a pas fait ça. Nous sommes restés. Nous sommes allés au congrès à Parakou. Nous avons transformé l'Alliance en parti politique. Nous sommes restés jusqu'en 2019, où notre président, notre ancien président d'honneur, a été bloqué 52 jours. C'est là, il y a eu, n'est-ce pas, une prise de conscience au niveau où nous avons dit, si notre président d'honneur peut être enfermé pendant 52 jours, sans qu'aucune mouche
ne vole au Bénin. Ouais. Ah, il faut changer de stratégie. Ce que nous avions fait, nous avons été mal compris. On nous a traités de vendus, de tout. Nous rendons grâce à Dieu. Mais tout ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est ça que les démocrates font. Aucune loi n'a changé. D'accord, ok, mais n'oubliez pas que si 7 ministres de Boni-Yayi sont encore là aujourd'hui, c'est que peut-être à l'époque, Talon c'était Boni-Yayi, Boni-Yayi c'était Talon. Donc, mieux, aujourd'hui, quand vous regardez dans les démocrates, oui. Quelqu'un m'a dit la dernière fois que le président Boni-Yayi, pendant les 10 ans, a nommé près de 200 ministres. Je constate qu'il n'en reste que 2 aux démocrates. Le ministre Akadri et Mme Azaria, Naomi, que je ne vois plus tellement. Mais nous, au niveau des FCB, nous avons 7 anciens ministres. Comment on peut expliquer cela? Que tous les ministres que le président Boni-Yayi a promus l'ont abandonné. Il faut se poser de bonnes questions. D'accord. Voilà. Très clairement, M. Soumanou El Farouk, maintenant nous allons parler de l'Assemblée nationale. Vous avez dit que vous avez demandé au président de dire, je le répète comme ça, au président de l'Assemblée nationale de faire une large concertation. Mais vous n'avez pas été concerté apparemment puisque la plénière, même si elle a été suspendue, a été ouverte sur la question. Oui, je crois que c'est une exclusion et c'est dangereux. Et c'est quand même curieux pendant que aussi bien le parti de l'opposition représenté à l'Assemblée que les partis de la mouvance parlent, n'est-ce pas, d'inclusion, parlent de rassemblement, de réconciliation. C'est quand même dommage qu'au même moment, on constate que les gens font de l'exclusion. Parce que même au niveau de la mouvance aussi, entre les deux blocs, il y a des partis, comme le parti le Moël Bénin, dont les positions n'ont pas été prises en compte dans les propositions qui ont été faites. Il y a aussi la Renaissance nationale, je crois, qui a fait des propositions, mais ils n'ont pas été prises en compte. Du côté de l'opposition, on a rassemblé un certain nombre de partis et on a décidé délibérément d'isoler un parti politique pour des raisons que nous n'avons pas, que nous avons expliquées tout à l'heure. Donc moi, je pense que ce qui se fait en réalité au niveau de l'Assemblée, c'est du folklore. Ah bon, pourquoi? C'est du folklore pour distraire. Le peuple a faim. Vous voyez, pendant qu'on s'acharne sur la révision de la Constitution, la révision du Code électoral, regardez bien, il y a 10 lois qui ont été introduites. En procédure d'urgence. En procédure d'urgence. Vous avez lu? Vous voyez le titre? Certaines lois-là sont plus importantes que la révision de la Constitution et la révision du Code électoral. Qu'est-ce que vous voulez expliquer par là concrètement? Moi, je vais expliquer qu'il y a des choses plus importantes, mais on se laisse distraire. Ça, on appelle ça, c'est la technique de la terre brûlée. C'est-à-dire, ou bien en football, on dit fausse piste. Les gens sont sur la fausse piste. Donc, en fait... Alors, pendant que ces 10 lois vont passer, je ne dis pas que ces lois-là cachent quelque chose, mais c'est des lois importantes. Parce que je crois qu'il y a une loi, par exemple, qui revient sur les questions domaniales. Nous savons ce que c'est que les questions domaniales au Bénin, où les gens achètent des parcelles et 50 ans après, on vient les débarquer. Il y a des problèmes. Qu'est-ce qu'on veut corriger sur cette loi-là? Le parti de l'opposition ne se préoccupe pas de ça. On a parlé également, je crois qu'il y a une loi qui parle également des taux d'intérêt bancaires. Donc, pour dire qu'il y a des questions importantes qui préoccupent le peuple. Donc pour vous, mais pendant ce temps, on va s'acharner sur la révision du Code électoral, sur la révision non consensuelle. Parce que tout ce qu'ils vont faire là, c'est non consensuel. Ah bon? Oui. Parce que vous n'avez pas été consulté? Parce que nous n'avons pas été impliqués. Et non seulement ça... Vous n'avez pas de représentant là-bas. Pour le cas de figure, même si vous avez été il y a aussi les organisations de la société civile, qui sont les organisations qui font beaucoup en matière électorale. Ils ne sont pas associés. On veut modifier le code électoral par force, et chaque camp veut modifier ce code électoral en tenant compte de ses propres desiderata. Ça ne marche pas. Pendant ce temps, ces 10 lois-là vont passer comme lettre à la poste, et après, quand on va mettre ces lois dans l'application, ce sont les mêmes qui vont revenir pour crier, pour dire que c'est des lois scélérates, alors que c'est des lois importantes sur lesquelles il faut se concentrer. Moi, je pense que la Cour constitutionnelle a pris une décision, il faut s'en tenir à ça. La Cour constitutionnelle a déjà réglé le problème de parrainage et a indiqué de manière précise ce qu'il faut corriger au niveau du code électoral. Il faut le faire. Mais il y a une confusion, je dis que c'est dilatoire parce que les gens font une confusion, ils veulent profiter de cette décision de la Cour pour introduire des histoires de révision de la Constitution. Il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, allons-y pas à pas. Donc, nous, clairement, au niveau des forces Cori pour un Bénin émergent, vous êtes contre la révision de la Constitution. Nous sommes contre la révision de la Constitution. Un contre avec grand C. D'accord. On est contre la révision de la Parce Constitution. que vous n'êtes pas associé? Non seulement parce qu'on n'est pas associé, mais le contexte ne s'y prête pas. Parce que la révision de la Constitution, pour les constitutionnalistes, ils vous diront que les thèmes de la révision de la Constitution, n'est-ce pas, sont prévus par la Constitution. Mais notre Constitution, vous voyez, même nos amis les démocrates et beaucoup d'autres ont condamné le fait que la révision de 2019 était mauvaise. Nous-mêmes, nous le confirmons. Parce que c'est une révision qui a eu lieu après le dialogue politique. Et ce qu'il vous souvient, si vous avez les images existent, lorsque cette révision a été faite, on a fait une déclaration, on était contre la révision de 2019. Parce que
on a intégré dans cette révision des questions dont nous n'avions pas débattu pour le dialogue politique. Donc, si tout le monde est d'accord que cette révision-là est mauvaise, ça veut dire qu'il y a un besoin de corriger notre constitution. C'est ça qu'on peut faire maintenant? Non, pas dans ces conditions. Il faut une assemblée constituante. C'est les conditions qui vous dérangent, en fait? Les conditions qui vous dérangent, c'est pas... Il faut que ça soit consensuel. Okay. J'ai entendu des partis parler d'assises nationales, de tout ça. On ne peut pas faire assises nationales et tout ça là si les prisonniers politiques et les exilés politiques ne rentrent pas au Bénin. Il faut qu'il y ait une réconciliation nationale des faits parce que ce pays-là est divisé. Et le contexte fait aussi on constate qu'il y a une certaine crise de confiance entre le peuple et le chef de l'État. Quand vous posez dans ce contexte-là, oui, ce n'est vraiment pas le moment de parler de la révision de la Constitution. Parce que dans cette Constitution-là, de 90, il y a beaucoup de choses qu'on peut corriger, monsieur Donclave. Mais quand vous parlez de cette question préjudicielle... Je vais vous dire. Allez-y, monsieur. D'abord, le régime politique béninois, c'est un régime présidentiel atypique. Oui, dans le régime présidentiel classique, l'exécutif n'a pas l'initiative des lois. Au Bénin, on l'a mis. Et quand vous demandez même aux politologues, les gens ont du mal n'est-ce pas, à classer le régime politique béninois comme un régime présidentiel. Non seulement ça, vous voyez, si je suis d'accord qu'il faut limiter par exemple les mandats présidentiels à 2, ce qui est normal, même si je pense que la limitation de mandat à 2 n'est pas une garantie pour une alternance démocratique, parce qu'un même parti peut rester pendant 50 ans et passer, comme on l'a vu au Niger, sans que, n'est-ce pas, le parti qui est de l'autre côté de l'opposition ne prenne le pouvoir. Or, dans l'esprit de la démocratie, ce n'est pas une bonne chose. Mais au-delà de la limitation de mandat, moi, je n'ai jamais compris pourquoi il y a cette limitation d'âge. Le président Kérékou l'a dit, que la révision a été taillée sur mesure pour lui. Pourquoi vous pensez que quelqu'un qui a plus de 70 ans, qui n'a jamais été président, je dis bien qu'il n'a jamais été président, je ne parle pas du troisième mandat, je suis contre le troisième mandat. Quelqu'un qui n'a jamais été président, pourquoi vous pensez que quelqu'un qui a 70 ans, ou plus de 70 ans, ne peut pas aller aux élections et diriger ce pays? Vous savez quel âge le président de Libéria qui a été élu a? Vous savez à quel âge le président sénégalais a pris le pouvoir? De Joe Biden aussi. Joe Biden, vous savez quel âge il a? Pourquoi pense-t-on que quelqu'un qui a 35, 36 ans, 37 ans ne peut pas également aller aux élections et gagner les élections? Vous savez à quel âge le président Macron a pris le pouvoir? Donc, pour dire quoi? Qu'on doit modifier la Constitution. Il y a des choses à corriger. Voilà. Je suis de ceux-là qui pensent par exemple que la révision ou bien la réforme qui a amené l'histoire du duo présidentiel, moi je ne sais pas, le truc de duo présidentiel, ça a apporté quoi? Un vice-président qui est seulement grand chancelier de l'ordre national et qui s'affiche avec son parti politique pour aller débaucher des conseillers communaux d'autres partis. Et c'est vu aussi tout le monde. Ça ne vous a pas empêché de présenter un duo au dernier élection. Oui, parce que nous avons dit que FCBE, notre option, c'est que quand on est dans un régime démocratique, même quand on est contre une loi, tant que la loi est en vigueur, il faut la respecter. Et nous avions expérimenté. Et après cette expérience, aujourd'hui, accepter que nous puissions faire le point de ce qui n'a pas marché et qu'on demande qu'on revoie ça. Donc, il y a des problèmes au niveau de notre constitution. Mais nous sommes actuellement dans le contexte actuel. Le parti FCBE est contre toute révision de la constitution qui soit non consensuelle. Il faut qu'on ait une sorte d'assemblée constituante qui rassemble tout le monde, ceux qui sont en exil, qui ait une certaine réconciliation nationale, que les organisations de la société civile soient impliquées et qu'on passe même à un référendum pour faire, n'est-ce pas, une révision consensuelle qui prenne en compte un certain nombre de choses, qui corrige un certain nombre de choses. Donc pour nous, il n'est pas question pour l'instant de parler de la révision de la Constitution. Mais est-ce que la condition que vous posez, est-ce qu'elle n'est pas drastique? Parce que parler maintenant du retour des exilés, de la libération des prisonniers politiques avant la révision de la Constitution, c'est projeter carrément cette révision au calendrier grec, parce que on ne sent pas la volonté du régime, n'est-ce pas, d'accéder à ce type de demande. C'est sur ça qu'il faut travailler. Le président Patrice Talon, c'est un humain. Moi, j'ai été chef de cabinet du président Kérékou, et à l'époque, j'ai eu à le rencontrer plusieurs fois. Contrairement à peut-être l'impression qu'il donne, ce n'est pas quelqu'un de bien méchant. C'est qu'il faut trouver les points sensibles, les points sur lesquels il faut le toucher pour que le problème soit réglé. Donc, je pense qu'il faut travailler d'abord. Et je crois que nos amis les démocrates, au cours de la campagne, leur priorité était ça. Que s'ils étaient élus, s'ils avaient des élus à l'Assemblée, ils lutteraient pour qu'il y ait, n'est-ce pas, le retour des exilés, la libération des... C'est possible. Même si le président a une position ferme, il faut trouver le moyen de toucher sa sensibilité. Pour nous, c'est qu'il n'est pas nécessaire de faire assise nationale, comme les gens le disent, pour réviser la Constitution ou autre, tant que tous les fils béninois, tous les béninois ne sont pas, n'est-ce pas, ensemble.
Et donc, nous sommes contre cela. Et même par rapport à la révision du code électoral, puisque vous en parlez. Vous êtes contre ça aussi? La manière dont c'est fait, nous sommes contre parce que les propositions qui sont faites là ne nous rassurent pas. Des propositions de qui? Les propositions, par exemple, de nos amis les démocrates, ils ont fait des propositions. Oui. Je crois que dans leurs propositions, pour eux, il faudra que ça soit... Vous avez déjà vu leurs propositions? J'ai suivi leur conférence de presse. En fait, ils ont déposé une proposition. Et puis, bon, le président de l'Assemblée n'a pas encore tenu compte de ça. Mais j'ai suivi le point de presse qui a été fait par le président Achadé pour expliquer le contenu. Exactement. Et cette proposition-là, nous, on trouve qu'il y a anguille sous roche. Ah bon? Qu'est-ce que vous avez contre ça? Oui, nous pensons que c'est une proposition qui va conduire à la révision de la Constitution. Parce que lorsque on regarde leurs propositions par rapport aux élections générales, ils proposent que ce soit les élus actuels qui parrainent. Et tant que les élus actuels vont parrainer et que la date du dépôt des dossiers pour la présidentielle restera le 5 février, il se posera toujours un problème de légitimité et d'égalité. Parce que le 5 février en question, on aurait déjà eu des élections, il y aurait toujours des gens qui sont élus, des gens qui ne sont pas élus. Donc, en proposant que ce soit les élus actuels qui proposent en maintenant la date du 5, forcément, ils rejoignent le bloc républicain parce qu'en ce moment-là, le bloc républicain également, ce qu'il propose, c'est aller dans le sens non seulement de réviser la Constitution, mais de ramener les présidentielles avant, n'est-ce pas, les communales. Nous pensons que cette proposition n'est pas la bonne. Elle n'est pas la bonne parce que pour nous, dans l'esprit de la loi, il faut que ce soit les élus de 2026 qui parrainent. Ah bon? Pourquoi? Oui. Et pour que ça soit, c'est ça l'esprit de la loi. Oui, ok. C'est ce que prévoit la loi. Oui, parce qu'il ne serait pas juste. Et d'ailleurs, là, vous rejoignez le président de la République, c'est ce que veut aussi le président de la République. Il faut que ça soit les élus de 2026, oui. N'est-ce pas, qui parrainent. Et pour régler la question, c'est simple. Si on maintient les dates, c'est-à-dire que le 5 février, les gens doivent déposer les dossiers pour la présidentielle, ce que nous avons proposé au niveau de l'NCBE, c'est que ces dossiers-là soient déposés sous réserve d'être complétés par les parrainages. Parce qu'à cette date-là, effectivement, il y a des maires qui ne seraient pas encore installés. Donc, il suffit pour la Sénat de revoir les délais d'étude des dossiers en demandant à ce que le 5 février, les dossiers soient déposés à la présidentielle, sous réserve que ces dossiers-là soient complétés par les parrainages. Et comme à partir du 5, la Sénat a 8 jours pour étudier les dossiers, et même ce sont 12 heures en plus pour permettre aux gens de corriger, ce qui fait près de 11 jours, ça veut dire que du 5 jusqu'au 16-17, on peut trouver le moyen de permettre aux parrains, aux candidats à la présidentielle, de compléter les parrainages, parce qu'en ce moment-là, au plus tard, le 15, tous les maires seront déjà installés. Et en plus, par rapport à l'installation des maires, on parle comme si c'était... on ne peut pas faire autre chose. Si l'exécutif le veut, on peut installer tous les maires en 24 heures. Tous les maires en 24 heures. Qu'est-ce qui empêche cela? Vous prenez un département comme la Donga, il y a combien de maires? C'est 4. Oui. Dans une journée, le préfet peut installer tous les 4 maires. À 8 heures, il est à Djou. À 11 heures ou à midi, il est à Basila. À 15 heures ou à 16 heures, il est à Kopago. Et vers 17 h, 18 h, il est à Waké. Au pire des cas, on le fait en 2 jours. Donc, et ça n'a pas besoin qu'on modifie, n'est-ce pas, la Constitution. En plus, ce qui est en train d'être fait, révision de la Constitution, modification, j'ai entendu les lois complétives, c'est des termes on a été déjà victime de ça. Où on installait les maires, on a entendu loi complétive. C'est-à-dire qu'on veut aller au-delà de ce que la Cour constitutionnelle a dit. Et ça veut contre ça. Nous sommes contre cela, parce que ce qui est en train d'être fait ne respecte même pas la décision de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'a pas demandé de réviser la Constitution. La Cour constitutionnelle même est d'accord sur le principe que ce soit les élus de 2026 qui parrainent. Et a indiqué ce qu'il faut faire. Parce que la requête qui a été faite à la Cour constitutionnelle par le citoyen, je vous rappelle que cette requête a été rejetée. Elle a été rejetée et la Cour s'est auto-saisie. Oui, absolument. La Cour étant, n'est-ce pas, la structure qui vérifie la constitutionnalité, si elle s'est auto-saisie et qu'elle n'a pas estimé qu'il faut réviser la Constitution, je ne sais pas pourquoi on veut faire de l'amalgame et introduire la révision de la Constitution et parler de loi complétive. Parler de loi complétive, c'est pour nous mettre encore des dispositions qui vont exclure des gens. Nous ne voulons pas de l'exclusion. Donc en fait, El Farouk Soumanou, il y a une crise profonde de confiance. Vous ne faites pas du tout confiance aux députés sur ces questions de... On ne leur fait pas confiance. Pour la simple raison, par exemple, que nous avons demandé que nous soyons
associés, par exemple, ils ne l'ont pas fait. Vous avez déposé quand même vos propositions? Nous avons déposé, nous avons transmis nos propositions au président de l'Assemblée. On l'avait même rencontré, je crois que le parti FCB fait partie des premiers partis, qui a même déjà fait des propositions lors de notre séminaire à Lokossa. Et avant même que le chef de l'État nous reçoive, le secrétaire national du parti avait déjà été reçu par le président Vlavono. Et au cours de cette audience, on avait déjà manifesté, on lui a présenté nos inquiétudes par rapport, n'est-ce pas, à cette loi électorale. Mais on n'a pas eu de suite. Vous avez remis un document? On lui a remis un document. Et ça n'a pas été pris en compte? Ça n'a pas été pris en compte. Ça n'a pas été pris en compte. Donc je trouve que la démarche qui est faite aujourd'hui au niveau de l'Assemblée est une démarche exclusive. C'est-à-dire ça exclut des partis, aussi bien de la mouvance, je l'ai cité tout à l'heure, Moël et consorts, dont les propositions ne sont pas prises en compte. Et au niveau de l'opposition, on n'a pas ensemble ignoré le parti FCB. Certains pensent que le parti FCB ne pèse rien ou que le parti FCB est mort. Mais c'est une grande erreur. Le parti FCB, dès législative, a fait un peu moins de 5%. Vous savez qu'en régime démocratique, au niveau de la présidentielle, un président peut perdre les élections à cause de 100 voix. Ouais. Et ce pourcentage que nous avons eu aux législatives, c'est par rapport à 50% de taux de participation. Il ne faut pas enterrer le parti FCB. En plus, nous sommes dans un pays où il y a un cycle. Donc là, vous allez voir que chaque fois qu'il y a un président fini 2 mandats, il y a une recomposition de la classe politique. Ça veut dire que... Et on y est presque. Oui, il y aura une recomposition. On y est presque. Vous allez voir des gens qui sont dans la mouvance bientôt rejoindre l'opposition. Donc ceux qui sont opposants aujourd'hui, l'opposition dont on parle aujourd'hui et la mouvance dont on parle aujourd'hui ne sera pas la même chose en 2026. Il y a toujours eu la recomposition et nous sommes dans la période. Donc nous sommes sereins, nous discutons avec beaucoup de gens et nous sommes sûrs. Dans quelques jours, nous irons à un congrès, notre congrès, le 15, le 16 et le 17 mars. Et ça va être, n'est-ce pas, un congrès de relance, n'est-ce pas, de renouveau. Le parti FC va être relancé sur de nouvelles bases. Et par la suite, nous sommes sûrs que nous allons être rejoints par d'autres. Et nous voulons constituer cette troisième force-là, comme nous l'avions dit, qui se met, n'est-ce pas, au-delà des velléités talon yaï. Parce que si un régime vient, il finit, il est remplacé par un autre, et que l'élection qui suit, c'est le régime qu'on avait changé qui revient, on n'a pas fini. On parlera de ça tout à l'heure, puisque nous avons prévu parler des élections générales de 2026. Une dernière question sur la révision de la Constitution. Que feriez-vous, El Farouk Soumanou, si le code électoral était révisé et que si la Constitution aussi l'était? Que feriez-vous? Non, je l'ai dit tout à l'heure, le parti FCB est un parti légaliste. Vous allez prendre acte? Nous allons prendre acte. Et nous allons nous soumettre à ce qui va être arrêté. Et on verra dans l'exécution ce qui va se passer. Vous n'allez même pas faire un recours contre... Non, ça, je ne peux pas le dire parce que quand la décision va être prise, si c'est voté, ça va être examiné au niveau du bureau politique. Et comme d'ailleurs nous allons au congrès bientôt, on va examiner, on déterminera ce que la position qu'il faut adopter. Mais moi je pense que si j'avais un conseil à donner, vu le chef de l'État a été même clair. Le chef de l'État a dit: je ne veux pas qu'on touche à la révision de la Constitution. Vous y croyez-vous? Moi, je crois au chef de l'État. Est-ce que vous y croyez? C'est quand même le premier responsable du parti. Quand c'est ça, vous croyez? Ah non, de toutes les façons, il a dit, il a été clair. Il a été clair qu'il n'est pas partant. Oui, mais les démocrates... Maintenant, là où c'est curieux, le chef de la mouvance a été clair, mais c'est les partis de la mouvance eux-mêmes maintenant qui font des propositions. D'abord, il y a un bloc qui demande de réviser la Constitution, et l'autre parti part derrière pour faire une proposition de révision du code électoral. On est dans ça, ça dit qu'il y a tout un cafouillage, on a besoin de sérénité. Mais malgré ça, vous croyez à la volonté du président? C'est pour ça que je pense qu'il faut laisser tout ça. Carrément. Il faut laisser tout ça. Il faut laisser tout ça. Que les députés mettent les 2 lois d'abord, révision constitutionnelle de côté, et qu'ils se concentrent sur les 10 lois là, qu'on veut examiner en procédure d'urgence pour voir les apports qu'ils peuvent apporter pour améliorer. Et que la tension baisse d'abord. Et calmement, on va régler un certain nombre de problèmes. Mais en attendant, il faut quand même aller respecter l'injonction de la Cour constitutionnelle. Il faut aller dans le sens de ce que la Cour constitutionnelle a dit. Ça là, c'est important. Mais les autres dispositions complétives, révision de la Constitution, allons doucement. D'accord. Allons doucement. C'est votre position. C'est totalement compris des téléspectateurs de Eden Télévision et des auditeurs Diaspora FM. Vous avez annoncé un congrès pour bientôt. Oui. C'est pourquoi? C'est pour changer les instances du parti? Oui, c'est pour relever les instances du parti. Vous savez que les instances du parti sont... En perspective des élections générales? Non, les instances du parti sont élues pour un mandat de 4 ans renouvelable. Oui. Donc, les instances du parti qui sont là actuellement, le bureau exécutif, le bureau exécutif national, sont en fin de mandat. Sont en fin de mandat, ils seront en fin de mandat le mois prochain. Donc, il faut renouveler. Il faut faire un congrès, soit pour renouveler, pour que le congrès renouvelle sa confiance aux organes qui sont là. Nous avons eu des départs.
Nous avons eu des membres qui ont démissionné, qui ont rejoint d'autres partis. Il faudra procéder, n'est-ce pas, à leur remplacement. Et nous avons besoin également de faire le débat par rapport à l'évolution de la situation. C'est-à-dire, par exemple, c'est de discuter pour savoir si nous restons toujours opposition modérée ou opposition radicale. Ou opposition extrémiste. C'est le débat que nous aurons. Il n'y a aucune chance que vous soyez radical. Si que vous soyez l'opposition radicale, si on suit votre logique, il n'y a aucune chance. Ou bien ça va changer. Il y a 4 ans, on a décidé d'être opposition modérée. C'est-à-dire on va apprécier. On va apprécier par rapport à ce qui se passe aujourd'hui pour savoir si nous restons dans cette posture ou bien si nous devons changer. En plus, nous discuterons de comment nous allons nous organiser pour avoir quelques élus, n'est-ce pas, en 2026. Donc voilà pourquoi nous allons tenir ce congrès-là, qui semble être un congrès qui va prendre quand même de grandes résolutions. Je garde d'abord je ne peux rien dire sur ça. Mais de toute façon, vous ne pouvez rien dire, puisque c'est des résolutions qui vont être prises après. Sauf si vous saviez déjà. Peut-être qu'on ne sait jamais. Il y a des propositions. Non, je suis membre du bureau politique. Les membres du bureau politique ont des propositions. C'est eux qui assurent la gestion quotidienne du parti. Nous avons des idées, nous avons des propositions à reverser au Congrès. C'est le Congrès qui est l'organe suprême. Maintenant, le Congrès va apprécier pour savoir si les propositions que nous faisons sont bonnes. Ils vont nous donner carte blanche. Si ce n'est pas bon, ils vont corriger. Et à l'issue du congrès, on va rendre ces dispositions-là publiques. D'accord. Et puis nous allons avancer. Vous avez déjà été aux élections municipales, les élections législatives, les élections présidentielles même. Et donc, vous avez une expérience en la matière. Absolument. 2026, ça va être les élections générales. Est-ce que vous avez tiré les conclusions de vos dernières participations à ces élections pour rebondir en 2026? Ah oui. Nous avions fait le point. Je vous ai parlé tout à l'heure de la rencontre que nous avons eue à Lokossa. À Lokossa, oui. Nous avons examiné, nous avons cherché à savoir pourquoi nous avions échoué ici, pourquoi nous avions tel résultat là. Et je crois que nous avons tiré beaucoup de leçons de ce qui s'est passé aux législatives. Et nous sommes en train de mettre la nouvelle stratégie en place qui va nous permettre, n'est-ce pas, de rebondir, n'est-ce pas, d'avoir de meilleurs résultats en 2026. Et par rapport à ça, vous convenez avec moi que je ne peux pas mettre cette stratégie-là sur la table publique. Encore qu'il faut qu'on en discute au Congrès pour que le Congrès nous donne carte blanche. Donc nous nous préparons très bien, nous prenons des contacts. Comme je vous ai dit, nous sommes dans une période de la reconfiguration de la classe politique. Il y en a qui sont là, qui vont changer de position. C'est devenu une tradition au Bénin. Donc les choses vont se recomposer. Donc il n'est pas exclu que le parti FCB reçoive, n'est-ce pas, d'autres leaders. Des mouvanciers d'aujourd'hui, vous voulez dire? Des mouvanciers d'aujourd'hui. Vous êtes prêts à les recruter? Mais en politique, on refuse, c'est l'addition. Si nous avions des leaders au niveau de la mouvance qui aujourd'hui a de la peine, n'est-ce pas, à montrer sa cohésion. Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne comprend pas pourquoi l'un introduit une révision du code électoral, l'autre la révision de la Constitution, et puis de façon générale, la communication au niveau de ce régime-là, c'est de 4 sur 10. Sinon, je vois mal qu'autour du chef de l'État, il y a quand même beaucoup d'intellectuels. Rapidement, j'ai dénombré au moins près de 6 à 7 professeurs agrégés du CAMES, de grands professeurs de droit qui sont dans de ces blocs-là. Et que ce soit le chef de l'État, il soit obligé lui-même de faire des points de presse pour expliquer un certain nombre de choses. Il y a un problème qui se pose. Pourquoi nos grands constitutionnalistes qui sont là ne viennent pas défendre, n'est-ce pas, les idées prônées par le chef de l'État, et que le chef de l'État soit obligé lui-même de sortir et chaque fois de communiquer. Vous savez que les universitaires, malheureusement, ne parlent pas beaucoup dans notre pays. Oui, c'est dommage. Mais ils sont quand même membres du parti. Il y en a qui sont formellement membres de l'UP ou de choses là. Le président même de l'UP, c'est un grand professeur titulaire du CAMES. Mais moi, je ne l'ai pas encore vu se prononcer. Mais il n'est pas constitutionnaliste. C'est un professeur de droit privé. Ah oui, mais professeur de droit privé. Mais je vous rappelle qu'il a été président de la Cour constitutionnelle. Oui, d'accord. Donc il a dû tirer une certaine expérience là. Et être professeur de droit privé ne veut pas dire qu'on n'a pas de minimum de connaissances au niveau du droit constitutionnel. Mais ce dont vous parlez, ce n'est pas une question de minimum de connaissances, c'est de la matière dont il s'agit. Mais il a été président de la Cour constitutionnelle. C'est quand même un intellectuel de haut niveau. Nous avons dans le groupe, nous avons le professeur Topano, qui est là. Vous avez le professeur Ibrahim Salami, qui est membre d'un des blocs. Pourquoi ceux-là, on ne les entend pas? Il y a quelque chose. D'accord. Si vous ne les entendez pas,
c'est qu'il y a quelque chose. Je vais essayer, l'équipe de l'entretien du dimanche va essayer d'approcher quelques-uns. C'est vrai qu'on a fait une émission déjà avec le professeur Topanou. Voilà. Bon, ce n'était pas la matière de la Constitution qui nous intéressait. Puisque vous en parlez maintenant, on va faire l'essentiel pour leur donner la parole. Ce serait bien qu'on les écoute, pour savoir ce qu'ils pensent de tout ça. Soumanou El Farouk, parlant justement de 2026, vous allez changer de ticket présidentiel ou vous allez garder le même? Au niveau du parti FCBE, non, mais je pense que je ne peux pas le dire, c'est le Congrès qui va décider. Oui, il faut d'abord voir si il y a d'autres candidatures. À l'époque, on avait un certain nombre de candidatures et c'est sur la base de ceux qui étaient prêts à aller à la compétition que nous avons choisi le duo. Donc il faut attendre que nous fassions notre congrès et en son temps, lorsque la compétition sera lancée, on avisera. De toutes les façons, comme je l'ai dit, nous tendons vers la recomposition de la classe politique et nous allons nous battre pour être des gagnants, être parmi ceux qui vont, n'est-ce pas, gérer le pouvoir d'État à partir de 2026. Nous avons mis notre stratégie en place et nous pensons que nous allons y arriver. Et c'est pour ça que et nous ne sommes pas suffisants, parce que je sens au niveau de certains partis une certaine suffisance, une certaine euphorie. Comme quel parti? Nous sommes partis, je ne veux citer aucun parti, nous sommes le parti du peuple, nous sommes populaires, et il y a des gens, voilà, on est bien assis, bientôt 99% des Béninois seront dans quand notre vous dites parti. Ça, on sait déjà de qui vous parlez. Vous parlez des démocrates. Moi, je n'ai pas appelé le nom d'un parti. Mais puisque vous répétez des choses qui ont été dites par les membres de ce parti. La popularité et le militantisme, c'est deux choses différentes. Oui. Que quelqu'un vienne quelque part, que j'ai envie, je ne l'ai pas vu depuis longtemps, que j'ai envie de voir son visage, que je sors, et que pour le voir, me prendre sa photo, c'est différent d'être militant et c'est différent de dire que je le soutiens, bien que je soutiens ce qu'il fait. Moi, je pense qu'il ne faut pas être euphorique. Parce que notre pays, il y en a qui font des erreurs. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a constaté que à chaque fois que quelqu'un fait 2 mandats, l'élection qui suit, le peuple préfère donner, n'est-ce pas, la chance au camp adverse. À l'adverse. On a vu ça avec le président de Séphor Soglo, on a vu ça avec le président Yahi, avec Zinsou qui était soutenu quand même par une grande coalition, FCB, PNDRB, et pourtant il a échoué. Alors, il y a des Béninois qui pensent que c'est comme ça, en 2026. Mais attention, attention, il ne faut pas commettre cette erreur-là de penser que, bon, ceux qui sont là, il y a fait 2 ans, ils sont vomis par le peuple, donc ils s'en vont. Attention, les hommes ne sont pas les mêmes. Donc, il ne faut pas être euphorique. Il faut travailler. C'est pour ça que la politique de certains d'exclure d'autres en pensant qu'ils ne représentent rien là, c'est une grosse erreur politique. Il faut rassembler. Si vous êtes un parti qui est le plus grand, reconnu par tout le monde, que vous êtes le plus grand, il faut tendre la main aux uns aux autres pour essayer de constituer une force assez solide. Personne d'entre nous ne peut dire ce qui va se passer. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Vous ne pouvez pas me dire, monsieur Donclan, ce qui va se passer demain. C'est sûr. Vous ne pouvez pas. C'est sûr. Donc, à partir de ce moment, il faut même faire dans très la minute attention. qui suit. Hein, et puis, il y a le plan des hommes, il y a le plan de Dieu. Il y en a qui sont sûrs, en 2026, nous allons faire... Même ce que le secrétaire de la communication a dit, bon, les gens veulent les exclure. C'est le plan des hommes, ça. C'est le plan peut-être des hommes. Mais personne ne connaît le plan de Dieu. Mais est-ce que Dieu existe en politique? Allez, attention. Est-ce que Dieu... Dieu n'existe pas en politique. Il y a certains qui disent, quand vous êtes en politique et vous invoquez Dieu, c'est comme si vous êtes défaitiste. Non, quand je parle de Dieu, ce n'est pas qu'on est défaitiste. Mais je peux vous dire que combien de Béninois étaient sûrs que Boli allait gagner les élections en 2006? Combien de Béninois? Même le président Patrice Talon. Vous avez dans son gouvernement, vous avez des gens qui sont directeurs généraux depuis 8 ans et qui, à la veille, avaient tiré sur la candidature de M. Patrice Talon. Aujourd'hui, ils sont déjà depuis 8 ans, ils ne disent plus rien. Ils avaient dit non, on ne veut pas d'un opérateur économique, on ne veut de rien, on ne veut de rien. Parce qu'ils étaient sûrs que le président Talon ne pouvait pas gagner. Pourtant, il a gagné. Parce que c'est écrit dans son destin. Même si Dieu n'intervient pas dans la politique, nous sommes tous des croyants. C'est pour dire que demain appartient à Dieu. Il ne faut pas qu'un homme politique reste quelque part pour croire que ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Parce que nous ne savons pas ce qui va se passer demain tout près là. Personne ne peut le prédire. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de l'exclusion. J'ai dit tout à l'heure, j'ai donné l'exemple qu'aujourd'hui, le LD, le président, notre ancien président, le président d'honneur, l'ancien président d'honneur du FCB, est entouré par des gens qui l'avaient lynché, qui l'avaient insulté. Son vice-président, à l'époque, qui pouvait penser que le vice-président actuel du Parti des démocrates sera vice-président de Boni Yahi? Tellement il avait été acerbe. Qui pouvait penser que le secrétaire de la communication actuel, dont le président était acerbe contre le président Yahi, serait là? Donc c'est pour vous dire qu'on ne sait, en politique, il n'y a pas de jamais.
Il n'y a pas d'ennemi éternel, il n'y a pas d'amis éternel. Et vous me donnez l'occasion de lancer un appel à tous ceux qui soutiennent les hommes politiques. Faites attention. Ne rentrez pas dans les conflits des hommes politiques. Vous allez voir, je fais cette émission, vous allez voir des injures. Les gens vont injurier sur les réseaux, ils vont... Il ne faut pas se mêler des histoires des politiciens. Ouais. Surtout quand vous ne savez pas ce qui les lie. Quand les gens nous accusent d'avoir trahi le président Boni Yayi, je dis, mais on parle de trahison quand il y a un deal entre vous et un contrat entre vous et que vous n'avez pas respecté le contrat. Ouais. Nous, là, Boni Yayi, on a dit, il y a eu Boni 10 ans. Mais les 10 ans sont finis. 10 ans, c'est 10 ans. C'est 2016. Pourtant, on est resté jusqu'en 2019. Comment on peut douter de nous au point de penser qu'on peut se faire acheter par quelqu'un, manipuler, être contre le président Boni Yayi? Ce n'est pas possible. C'est ça qui nous froisse. Quand vous voyez les responsables de FCBE aujourd'hui, c'est quand même des gens qui ont pris de gros risques sous le parti FCBE. Aujourd'hui, dans les démocrates, les anciens FCBE que nous avons laissés même ne sont pas à des postes stratégiques au sein de ce parti des démocrates. Ouais. Ils sont en arrière-plan. En dehors, le président Achadé qui s'en sort bien, qui là est ancien de l'ancien FCBE et qui est bien placé, qui a son mot à dire au niveau du parti des démocrates. Il n'y en a pas. Donc il faudra que les gens soient indulgents. Ce n'est pas les injures parce qu'on a dit si, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on a fait un communiqué, quand on nous a dit qu'on n'est pas de l'opposition, qu'on a rectifié, qu'on est ennemi de Boni Yayi. On n'est pas ennemi de Boni Yayi. Boni Yayi a décidé de nous abandonner, ce n'est pas nous qui l'avons abandonné. D'accord, clair. Donc voilà. Vous insistez sur ça. J'insiste sur ça. On n'a aucun problème avec le président Boni Yayi. D'accord. Voilà. En 1 minute ou 2 maximum, puisque j'ai évoqué la question, vous allez donner la position des forces Cori pour un Bénin émergent sur la loi sur la retraite d'office au niveau des forces de défense et de sécurité. Plus de 1000 agents se sont retrouvés à la retraite d'office. Voilà. Oui, moi je pense que la loi sur la retraite d'office, telle que ça a été mis en application, nous gêne un peu. Nous gêne un peu. Je comprends. Parce que d'abord, il y a un déficit de communication sur un certain nombre de décisions, de décrets et autres que prend le gouvernement. Parce qu'on n'avait pas tellement été, il n'y a pas tellement de communication sur l'existence de ce test-là. Et pourtant, les gens sont sortis. Le porte-parole est sorti, le ministre de l'Intérieur est sorti, le ministre de la Défense est sorti. Oui, ils sont sortis après que la décision a été prise. Je dis au moment où ce décret-là, mais c'est une loi, je n'en sais rien. Il y a eu une loi. D'abord, la loi est prise à l'Assemblée. À l'Assemblée nationale. Il y a un décret d'application. Voilà, il y a un décret d'application. Au moment où cette loi a été votée, il n'y a pas eu tellement de communication parce que moi, par exemple, qui vous parle, honnêtement, je n'avais pas connaissance de l'existence d'une telle disposition. Maintenant que c'est arrivé, c'est-à-dire qu'on constate que les gens sont mis à la retraite, le chef de l'État a expliqué, je prends hâte de ces explications. Vous avez été convaincu? Non, je ne peux pas dire que je suis convaincu. Je ne peux pas dire non plus que je ne suis pas convaincu parce qu'il a expliqué, ce qu'il a expliqué, il y a quand même une certaine pertinence dans ce qu'il a dit. À savoir que, effectivement, au niveau du commandement, l'explication qui est donnée, c'est une explication assez pertinente. Mais les modalités de mise en œuvre de cette décision et le contexte ne sont pas bons. Pourquoi? Parce que, ouais, en mettant ces gens à la retraite, certes, on veut régler un certain nombre de problèmes, mais au même moment, on constate qu'il y a d'autres décisions qui sont des décisions budgétivores. D'accord? Normalement, cette mise à la retraite devait permettre également, quelque part, de recruter certainement d'autres agents, ce qui est fait, mais ça devait permettre également de faire une certaine économie au budget de l'État. Mais quand on a pris cette décision et qu'à côté, il y a une décision, par exemple, qui crée des postes de ministres conseillers, des postes qui certainement vont être budgétivores, ça gêne un peu. En plus, nous, on a eu l'impression que les personnes en question n'ont pas été préparées psychologiquement à la prise de cette décision. Il aurait fallu qu'il y ait une sensibilisation, qu'on les prépare à cela. N'est-ce pas? Ça n'a pas été fait. Donc je dis, c'est une disposition de la loi qui a été appliquée. FCBE est toujours égal à lui-même. Il faut respecter les textes qui sont en vigueur. Mais nous pensons que c'est un peu brutal. C'est un peu brutal et qu'on aurait pu prendre cette décision-là dans un autre contexte. D'accord. Le contexte ne s'y prête pas. D'accord. El Farouk Soumanou, je rappelle que vous êtes deuxième adjoint au secrétaire exécutif national. Nous sommes au terme de notre entretien de 52 minutes. Nous avons parcouru un certain nombre de sujets. Et il me plaît maintenant de vous demander de conclure. D'abord, je remercie Eden TV de nous avoir donné la parole. Ce n'est pas toujours chose fréquente. Parce qu'aujourd'hui, la communication... Nous, on a toujours été disponibles. C'est la communication coûte cher. Vous l'avez fait, je voulais vous remercier. Oui. Parce que vous nous avez donné la parole sans rien demander de nous, ce qui n'est pas le cas ailleurs.
Et donc, je voulais d'abord remercier et vous féliciter pour ce que vous faites pour ce peuple à travers les émissions que vous organisez, autres là. Je vous encourage. Je voudrais lancer ensuite un appel aux militants FCBE, à ceux qui sont toujours FCBE, de ne pas se décourager, que le meilleur reste à venir. Le parti FCBE est en réalité le seul vrai parti de l'opposition. Vous vous excluez. Quand vous dites ça, vous excluez. Non, le seul vrai parti de l'opposition. Et les autres sont aussi de l'opposition. Monsieur Soumanou, les autres nous excluent. On a dit vrai parti. Donc les autres, c'est des faux? Non, on n'a pas dit que quelqu'un n'est pas de l'opposition. Donc les autres, c'est des faux partis de l'opposition. Le discours n'est pas le même. C'est des faux? Les autres disent, non, eux, ils ne sont pas de l'opposition. Oui. Nous, on dit le vrai parti de l'opposition. C'est deux choses différentes. Les autres sont des faux? Les autres, ils sont opposants. Des faux? Non, je n'ai pas dit qu'ils sont faux. Mais nous sommes le vrai. Le vrai parce que, par les actes que nous posons, nous sommes le parti qui est le plus proche du peuple. Et qui exprime, n'est-ce pas, les populations du peuple. Mais vous n'avez pas de représentant à l'Assemblée. C'est paradoxal, quand même. Si vous êtes près du peuple, non, c'est pas paradoxal. Nous pouvons faire toute une émission sur les raisons pour lesquelles FCB n'est pas au Parlement. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que le peuple ignore, les gens ignorent. Si nous faisons une émission au moins de 2 heures pour vous expliquer, vous allez voir que vraiment, il y a tout un complot, un grand complot pour anéantir le parti FCB. Et grâce à Dieu, nous sommes toujours vivants. Nous ne sommes pas prêts pour mourir tout de suite. C'est pour ça que j'invite nos militants à être sereins, à être confiants. Et je voulais encore demander à aux partis politiques qui sont à l'Assemblée vraiment de chercher le consensus, d'éviter l'exclusion. Il ne faut pas condamner l'exclusion et pratiquer l'exclusion soi-même. Nous sommes les fils de ce pays. Nous devons nous mettre ensemble pour construire ce pays. Le président de la République a fait ce qu'il peut. Il a été clair. Je ne suis pas partant. Je n'ai pas besoin qu'on assure mes arrières. Aujourd'hui, nous devons regarder vers l'avenir. Et l'avenir passe par, pour nous, la réconciliation de tous les fils de ce pays. Le président de la République doit pardonner. Il doit pardonner. Nous devons tout faire pour Parfois, le pardon est une faute en politique. Malgré cela, nous devons tout faire pour toucher son point sensible, pour qu'il accepte de pardonner. Vous avez vu au Sénégal. Il a dit, il ne pardonne pas, il pardonne. Et finalement, aujourd'hui, il est en train de sortir doucement les gens. C'est ça. Nous avons besoin de vivre en paix. Nous n'avons pas besoin que dès qu'un régime vienne, il cherche à régler des comptes. Ça va être un serpent de mer. Et ça risque de durer très longtemps. Revenons à nos fondamentaux. Faisons en sorte qu'il y ait une réconciliation nationale. On ne peut pas appeler ça assise nationale parce qu'il y a des thèmes qui gênent. Moi, je choisirais le thème de Atchapodji. Le chef d'État a parlé de Atchapodji. Il faut qu'il y ait Atchapodji de toutes les forces politiques. Oui, mais lui, lui, il ne l'a pas dit pour toutes les forces politiques. Non, politiques. il a proposé avec le président. Avec le président Boni. Nous souhaitons prendre cette expression de Atchapodji là pour demander au président, organiser Atchapodji avec toutes les forces politiques, les OSC, pour qu'ensemble, nous puissions nous réconcilier. Ce sont les assises. Et après, Atchapodji, ce sont les assises. Il y a des thèmes qui gênent. Oui, bon, d'accord. C'est-à-dire, dialogue politique, assise nationale. On sait quand on parle de ça, c'est comme si quelque chose, ça gêne. On a constaté, nous, à FCB, c'est les thèmes. C'est pour ça que j'ai choisi le thème Atchapodji, qui est d'abord un thème dans une langue nationale, locale, et Atchapodji. Organisons une Atchapodji nationale qui rassemble toutes les forces politiques. Et voyons comment on peut faire pour qu'il y ait une réconciliation et puis que vraiment nous puissions repartir sur de nouvelles bases. Donc j'invite le chef de l'État à être regardé dans ce sens-là et les forces politiques à faire des révisions ou des corrections consensuelles. D'accord. Merci à vous, Soumanou El Farouk. Merci pour toutes les explications que vous nous avez données aujourd'hui. Vous parlez d'une émission qui donnera toutes les informations sur comment vous avez été exclu. Eh bien, nous saisissons la balle au bon. Comment nous avons perdu les élections. D'accord. On va faire ça. Je pense que c'est un sujet intéressant. D'accord. On trouvera le moyen d'en parler largement pour que l'opinion publique soit suffisamment informée. Merci. Merci à chacun et à tous, chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM. Nous venons de passer 52 minutes avec le deuxième adjoint au secrétaire national exécutif du parti FCBE. Vous avez certainement eu les réponses aux différentes questions que vous vous êtes toujours posées et que peut-être vous continuez à vous poser. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de cette émission. Avec quel invité? Je n'ai pas beaucoup d'informations pour le moment. Mais dans tous les cas de figure, vous aurez toutes les précisions sur notre prochaine émission. Bon appétit à chacun et à tous et à dimanche prochain.